Bonsoir tout le monde. Donc, ce soir, notre conférencière est Madame Pascale Côté. Madame Côté est technicienne en travail social et elle est spécialisée en autodéveloppement au CIS du Bas-Saint-Laurent. Elle travaille depuis 20 ans au sein des services de santé mentale communautaire et dépendance et services sociaux généraux au CLSC du CIS Bas-Saint-Laurent. Elle est animatrice des conférencières Un temps pour soi et des ateliers d'autogestion J'avance de revivre. Elle se spécialise en autodéveloppement, une approche humaniste où l'on s'intéresse aux problèmes plutôt qu'aux symptômes. Alors ce soir, elle nous parlera de ce qui se cache derrière l'anxiété. Sa conférence s'intitule « Les dessous de l'anxiété ». Bonne soirée, Madame Pascale Côté. Je suis bien énervée d'être avec vous ce soir. J'espère vous en apprendre un peu plus sur ce qu'est l'anxiété et ce qui se cache en dessous de ces symptômes-là. Donc, les objectifs de la conférence, ça va être de découvrir ce qui se cache derrière l'anxiété, comment prendre en main sa santé psychologique pour diminuer l'intensité de l'anxiété. Alors, quand je vous présenterai les différentes infections psychologiques, je vous outlierai en même temps pour comment gérer ces infections-là une à une. Le plan de la rencontre, qu'est-ce que l'autodéveloppement? Je vais vous expliquer un petit peu plus ce qu'est l'approche d'autodéveloppement. Je vais faire une parenthèse sur la prévention contre l'autostigmatisation. On va regarder c'est quoi les 10 infections psychologiques possibles qui sont cachées derrière l'anxiété. On va regarder comment prendre en main ma santé psychologique pour que l'anxiété prenne moins de place. Je vais vous donner des trucs pour réduire le niveau d'anxiété et de stress, trucs que j'ai pratiqués toute la journée. Et je vais aussi faire une parenthèse sur le soutien aux proches. L'autodéveloppement. L'autodéveloppement, c'est une approche humaniste où on s'intéresse aux problèmes plutôt qu'aux symptômes, comme disait Nicole. C'est une approche où est-ce qu'on considère les émotions qui sont les porte-paroles de la partie saine de nous, qui nous informent que notre équilibre est menacé. Notre équilibre est toujours menacé. Il ne sera jamais parfait. On a toujours des choses à faire pour rétablir notre équilibre, tant physique que mental. Ça vise à fournir des outils à la personne pour s'auto-évaluer et identifier les changements à apporter, les actions à poser pour rétablir son équilibre psychologique et évoluer vers une vie qui lui convient vraiment. Le modèle présenté aujourd'hui, une partie du modèle présenté aujourd'hui, l'anxiété est une fièvre, quelle est l'infection? C'est celui qui est développé par Mme Karen Larocque, conférencière et formatrice spécialisée en autodéveloppement, qui a été psychologue pendant 17 ans, qui est aussi ma mentor. Donc, la capsule sur attention à l'autostigmatisation. L'autostigmatisation, c'est quoi? C'est quand on se met une étiquette. Je suis une personne anxieuse, mon anxiété m'empêche de faire telle affaire, d'aller à telle place, de parler à telle personne. Quand je m'approprie quelque chose comme ça, c'est parce que c'est à moi. Je me suis fait dire, en fait, c'est un monsieur qui participait à nos groupes d'autogestion de l'anxiété qui disait « Comment ça, mon anxiété? Tu sais, moi, si j'avais le cancer, je dirais pas que c'est mon cancer. » Parce que nécessairement, quand je m'approprie quelque chose, je dis que c'est à moi, je veux pas m'en séparer. Fait que ces termes-là amènent la personne à se définir par ses symptômes puis à s'approprier ce qui lui appartient pas. Fait que premier truc que vous pourriez faire, c'est de prendre conscience que vous dites ça. « Ah, moi, mon anxiété, moi, je suis tellement anxieuse. » Dans le fond, quand vous dites ça, « Je suis tellement anxieux », c'est comme si vous disiez « Je suis tellement fiévreuse, je suis tellement fiévreux. » Parce qu'en dessous de ça, il y a autre chose. Donc, à remplacer par « je fais de l'anxiété » ou « l'anxiété que je vis m'empêche de ». Parce que là, je fais une parenthèse aussi sur « je fais de l'anxiété ». Je n'ai pas dit « je fais de l'anxiété quand telle affaire ». Parce que si je sais pourquoi je fais de l'anxiété, en fait, c'est plus de l'anxiété, c'est de la peur. Quand je sais de quoi j'ai peur, bien là, ça va devenir de l'anxiété si je ne m'occupe pas de cette peur-là. Je vais vous en parler un peu plus tantôt. L'anxiété, c'est une contre-émotion. Ce n'est pas une émotion. En autodéveloppement, l'anxiété et l'angoisse représentent le combat intérieur entre ce qui cherche à émerger à ma conscience et l'évitement de cette émergence-là. Par exemple, si j'ai une émotion qui voudrait monter ou il y a une situation dont je devrais m'occuper, mais je ne suis vraiment pas prête à vivre ça, je ne suis vraiment pas prête à ressentir le malaise de ça,
bien, c'est ce qui fait l'anxiété, en général. Donc, lorsque je choisis de m'occuper d'une situation ou d'une émotion, elle cesse de me préoccuper. Quand je me préoccupe de quelque chose, c'est avant que je m'en occupe. À partir du moment où je m'en occupe, c'est supposé de prendre un peu moins de place. Les 10 infections psychologiques. Fait que je vous les énumère toutes, puis après, on va les décortiquer une à une. Une des premières infections, c'est quand je nie mes émotions, quand je néglige mes besoins psychologiques, quand je dépasse mes limites, quand je ne respecte pas mes valeurs, quand je laisse tomber mes rêves et mes aspirations, quand je tolère une relation toxique, quand je ne me traite pas bien, quand je néglige mes besoins physiques, puis quand je repousse de soigner une blessure psychologique et quand je repousse de soigner un deuil. Ce sont les 10 infections psychologiques qu'on va regarder un petit peu plus ce soir. La première, je nie mes émotions. Toutes les émotions sont importantes à considérer dans la vie, là. Puis on va régler tout de suite quelque chose. Les émotions ne sont pas positives ou négatives, là. Quand c'est négatif, qui veut vivre ça du négatif? Si je me dis que la colère, c'est une émotion négative, je ne peux pas vivre ça, bien, direct là, je suis en train de me dire, bien, tu n'as pas le droit de vivre ça, fait que tolère ça, puis endure, ravale, puis fais de l'anxiété à la place. Dans le fond, les émotions, elles agissent comme un signal d'alarme qui m'informe que j'ai une action à poser pour rétablir mon équilibre psychologique. Fait qu'on la décrit, l'émotion que parfois est appelée négative, que c'est plutôt une émotion désagréable, lourde, inconfortable, pour lui donner le droit d'exister, puis de nous informer de quelque chose. Puis par rapport à l'anxiété, quand il y a une émotion qui se présente, là, en fait, dans le processus émotionnel qu'on regarde en autodéveloppement, c'est qu'il y a une émotion qui veut monter. Puis là, moi, j'en vois souvent dans mon bureau, ils me disent « Voyons, j'ai envie de pleurer, je ne sais pas trop pourquoi. » Puis là, bien, ils ravalent ça. Fait que ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que, mettons, j'ai une émotion qui est là, j'ai une tension qui est là. La tension, une tension intérieure, là, la fébrilité qui est là. Fait que là, mettons, j'ai envie de pleurer, puis je suis tendue. Bien, si je ravale ma tristesse, la tension va augmenter. Si je laisse monter mon émotion comme elle a besoin d'être là, la tension va diminuer, voire disparaître. Je l'ai essayé tantôt, avant de m'en venir. J'étais stressée, j'ai eu envie de pleurer, j'ai pleuré quelques larmes, puis je suis arrivée toute comme une neuve. Quelques larmes, là, juste à l'intensité que j'ai besoin. Pas long, c'est pas obligé d'être long. En fait, si j'avais ravalé jusqu'à là, bien, probablement que j'aurais un peu plus le trémolo dans la gorge. Peut-être que je ne serais même pas montée ici. J'aurais évité la situation, je serais partie. Mais en fait, c'est ça. Quand on laisse les émotions monter à l'intensité dont ils ont besoin, elles disparaissent. Ou en tout cas, elles diminuent dans l'intensité parce que je reconnais que je suis en train de vivre quelque chose au lieu de ravaler ça. Je prends une petite gorgée. Répondre à tous nos besoins physiques, c'est aussi une question importante à considérer. Donc, je nie mes émotions. Je néglige mes besoins psychologiques. Je vais passer un peu plus de temps là-dessus parce que tous les humains ont des besoins psychologiques de la même façon qu'on a des besoins physiques. Alors, je vais vous expliquer c'est quoi les 4 besoins psychologiques qui nous permettent, comme être humain, d'assurer notre survie. L'affection. L'affection, comment on reçoit ça, l'affection, c'est pas juste par des colleux. En fait, l'affection, on la reçoit par la considération. Considérer une personne, c'est la connaître qu'est-ce qu'elle aime pas, puis agir en conséquence de ça. Si moi, je suis allergique aux tomates, puis j'aime pas ça les tomates, puis que mon amie, elle me fait une sauce à spaghetti, bien, c'est super fin, peut-être qu'elle savait pas que j'aimais pas les tomates ou que j'étais allergique. Mais tu sais, c'est de considérer tout ce qu'est la personne, puis d'agir en fonction de ça. L'écoute. Tout le monde n'est pas capable d'écouter, vraiment. C'est une mauvaise nouvelle que j'ai à vous annoncer. En fait, l'écoute, pour combler mon besoin d'affection, j'ai besoin d'au moins 20 minutes d'écoute constante, sans que la personne regarde son téléphone, sans qu'elle réponde au téléphone à un texto, sans qu'elle pense à ce qu'elle va manger pour souper. 20 minutes continues d'écoute active.
Fait que c'est pas tout le monde qui a cette ressource-là en dedans d'elle. C'est aussi pourquoi il y a des gens qui sont obligés de payer pour aller se faire écouter. C'est bien correct aussi de le faire si vous n'en avez pas autour de vous. Fait que c'est important quand j'ai besoin d'affection de trouver une personne ressourçante et de lui demander si elle a 20 minutes à m'accorder sans son téléphone, sans nanana. Parce que 4 fois 5 minutes, c'est pas assez. À partir du moment où je regarde mon téléphone, ça vient de s'éteindre, ça ne répond pas à mon besoin. Je vais repartir, mon besoin d'affection ne sera pas comblé. Ensuite de ça, le soutien, ça va de soi. Puis les câlins. Les câlins, bon, tout le monde n'aime pas ça, les câlins, là, c'est correct aussi, mais ça peut être un toucher, ça peut être une colle, ça peut être... Mais c'est prouvé qu'à partir de 7 secondes de quand je fais un colleux, il y a l'ocytocine, là, qui est une hormone le fun, là, ça va. En tout cas, ça sollicite ça chez nous. Fait que, en fait, au début, je pense qu'on m'avait dit que ça prenait 30 secondes avant que ça vienne, cette ocytocine-là. Fait que je l'ai essayé avec un de mes collègues de travail qui filait pas bien. Puis après, comme 10 secondes, je fais un peu mal. Je pense que c'est correct. Je pense que ça va être correct. Puis considérer quelqu'un, c'est aussi prendre en considération que il y en a qui n'aiment pas ça, se faire coller. Moi, j'ai une collègue au bureau, elle a ça au bout, les colleux. Fait que je ne ferai pas exprès pour aller la voir et la coller si elle est en train de virer mal parce que je fais ça. Donc, l'affection, ça se comble comme ça. Le ressourcement, on se ressource par le jeu, par les arts, par la nature, par les activités spirituelles. Et se ressourcer, c'est comme si j'avais besoin de me recharger ma batterie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu passer ça sur Facebook. Là, il y avait un truc à un moment donné qui sortait qui disait « Comment ça se fait que quand ma batterie de téléphone tombe à 20, que je capote, puis il faut que j'aille connecter mon téléphone pour le recharger, mais que moi, quand je suis déchargée, je fais rien pantoute pour me ressourcer. » Fait que c'est à réfléchir. Ensuite, l'autre besoin, c'est le repos. Prendre une pause de la souffrance, se mettre à off. Puis la différence entre le ressourcement et le repos est vraiment importante. Le ressourcement, c'est un peu comme si je m'en allais en auto puis que ma lumière à gaz allume, j'arrête sur le bord du chemin, puis j'attends qu'il se passe de quoi. Si je fais rien avec ça, personne ne va venir me porter du gaz. Fait que c'est à moi, avant de manquer de gaz. Quand je vois que ma lumière de gaz est allumée, c'est à moi de m'occuper de mon besoin d'aller recharger ma batterie. La différence avec le repos, c'est que c'est quand le moteur chauffe. Mettons qu'on fait le parallèle avec les chars, là. Quand le moteur chauffe, j'arrête mon moteur parce qu'il n'est plus capable d'en prendre. Quand même que je remette du gaz, quand même que je changerais l'huile, le moteur chauffe, je l'arrête. En fait, j'ai un bon exemple par rapport à ça aussi. Dans un de nos groupes, il y avait une dame, à un moment donné, elle voulait aller voir une amie à Sherbrooke, puis elle est partie en auto, puis elle se dit « Ça va me faire du bien de me ressourcer, là, je vais aller voir mon amie, puis ça va nous faire du bien. » Fait que sur la route, à un moment donné, elle conduisait, puis elle mettait de la musique, mais tu sais, ça se rendait compte que c'était pas ça nécessairement son besoin, puis elle commençait à s'éteindre. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important que je veux que vous reteniez aujourd'hui. Quand je commence à m'éteindre dans quelque chose ou dans une situation, c'est parce qu'il y a un move que j'ai à faire pour rétablir cet équilibre-là, pour retrouver ma vitalité. Puis dans cet exemple-là, dans le fond, la personne est arrêtée, mettons, est arrêtée à Montmagny, puis là, elle a appelé son amie, puis elle a dit « Finalement, sais-tu quoi? Je pense que finalement, j'ai besoin de me reposer. Je vais retourner chez nous. » Elle a reviré de bord, elle est partie chez elle, elle a mis la musique, puis là, elle était dedans, mes amis. La vitalité était revenue, elle se sentait vivante, c'était ça son besoin, elle avait besoin de se reposer plus que de se ressourcer. Fait que, tu sais, des fois, les gens nous disent ça, « Bien, va faire une marche, ça va te faire du bien. Ouais, je vais faire ma marche, je reviens. » C'est pas ça que j'avais besoin. Faire une petite sieste peut-être, une petite méditation, une petite cohérence cardiaque. Quelque chose juste comme pour m'apaiser. L'évacuation des déchets psychologiques. On a des déchets physiques, on a aussi des déchets psychologiques. Toutes les réactions. Les déchets psychologiques, c'est toutes les réactions contenues, les larmes et les mots. Je vais vous en reparler. J'ai toute une autre feuille là-dessus parce que c'est quand même mon besoin psychologique préféré. Alors, si je ravale toutes ces réactions-là, les larmes, les mots, ce qui arrive, c'est que je deviens en usure de contention. Savez-vous c'est quoi l'usure de contention? C'est quand je suis usée de me contenir. Quand j'ai trop ravalé,
puis que je suis usée de me contenir. Quand je suis usée de me contenir, là, c'est là que je commence à avoir des problèmes de mémoire, de concentration, puis que je peux faire de l'anxiété, de l'insomnie. Des fois, il y a du monde qui se réveille la nuit pour haïr du monde. Il me réveille la nuit pour l'haïr, lui. Bien, si tu te levais la nuit puis que tu allais y faire une évacuation psychologique, ça t'aiderait. Je vais vous expliquer c'est quoi. Les déchets psychologiques, dans le fond, c'est les larmes retenues. Vous savez que les larmes, ça ne parle pas que de la tristesse. Hein? Les larmes, ça parle de l'intensité de ce que je suis en train de vivre, parce que je peux pleurer de joie, je peux pleurer de tristesse, je peux pleurer de colère, je peux pleurer de fatigue, je peux pleurer de stress. Alors, ce que j'ai besoin de faire dans ce temps-là, c'est de pleurer à l'intensité que j'ai besoin. Tantôt, je vous disais, si j'ai une émotion qui monte puis que j'ai envie de pleurer, puis que là, je ravale ça, puis que là, je continue de parler pareil, mais je ravale ça, bien, je vais pleurer bien plus longtemps. C'est pareil comme quand vous allez à la toilette puis que vous retenez votre jet, là, quand vous allez faire pipi, mettons. Hein. Quand vous retenez votre jet, bien, vous allez faire pipi plus longtemps. Fait que les larmes, c'est la même affaire. Quand je pleure à l'intensité que j'ai besoin, je pleure bien moins longtemps. Je l'ai essayé, d'ailleurs, plusieurs fois. Depuis que je fais ça, je pleure bien moins. En fait, j'ai même averti mon chum à un moment donné que ça faisait pas si longtemps que j'étais avec, puis j'y parlais, puis j'étais émue, puis là, j'avais envie de pleurer, mais je voulais pas trop pleurer devant lui. Mais j'ai dit, sais-tu quoi? Là, je vais pleurer à l'intensité que j'ai besoin. Ça sera pas long. J'ai pleuré mon affaire, ça a duré 30 secondes, il fait, c'est déjà fini? Ouais. Puis depuis ce temps-là, il n'y a plus aucune inquiétude quand je pleure. Il sait que c'est un mécanisme tout à fait naturel. Il y a des gens qui me disent dans ce temps-là, bien moi, je ne suis pas capable de pleurer. C'est bloqué, ça ne pleure plus. Soit que j'ai trop pleuré, soit que je me suis trop fait dire de ravaler ça parce que ça n'avait pas de bon sens que je pleure. Fait que c'est normal, ça peut être normal parce que le chemin est bloqué pour différentes raisons. Il y a des façons de débloquer le chemin. En fait, vous pouvez consulter en individuel pour pouvoir savoir comment débloquer ça. Mais il y a d'autres façons aussi. En fait, le massage. Quand on va se faire masser, après le massage, souvent on nous dit « bois beaucoup d'eau parce que les toxines vont sortir par l'eau ». Vous savez que dans les larmes, il y a des toxines qui ne sont pas dans les larmes que je pleure parce que j'ai le vent d'en face. Mettons, il y a vraiment des toxines très différentes dans les larmes. Fait que le massage va faire en sorte que ça va faire éliminer mes toxines quand je vais aller faire pipi. Et ensuite, l'exercice physique pour favoriser la sudation, c'est-à-dire de suer en masse pour faire sortir ça. C'est une autre façon de pouvoir vous détoxifier des larmes que vous retenez. Les mots retenus. Ça serait vraiment merveilleux si on pouvait tout dire tout le temps à tout le monde ce qu'on pense. Mais ça serait sûrement l'anarchie aussi. Fait que il y a une technique merveilleuse que j'ai appris en autodéveloppement, justement, il y a quelques années. Puis on peut régler des affaires avec ça, même si la personne n'est pas là, même si la personne est décédée, même si je dirai jamais ce que j'ai à y dire, pouvoir le faire sans qu'elle soit là, fait en sorte que j'accumule pas ça en dedans. On a un entrepôt psychologique, on a une vessie psychologique, puis on a des intestins psychologiques aussi. Fait que quand je vais raconter à quelqu'un quelque chose qui m'est arrivé avec un collègue de travail ou avec mon chum ou mon ami, puis là, j'y raconte ça. Tu sais pas ce qu'elle m'a fait? Elle m'a dit telle affaire, puis elle m'a dit telle affaire, puis nanana. Puis là, je déballe mon sac. Bien, 30 minutes après, si j'ai pas évacué comme j'aurais dû le faire à la personne, sans qu'elle soit présente, à voix haute, sans censure, bien, je vais avoir encore envie de ventiler à quelqu'un d'autre. Je vais aller voir un autre collègue. Je vais dire, tu sais pas qu'elle m'a dit, qu'elle m'a fait, nanana. Fait que là, qu'est-ce que je fais dans ça? Je suis en train un peu d'empoisonner mon environnement avec j'allais dire un mot vulgaire, mais avec mon trop-plein, là. Hein? Fait que moi, ce qu'on suggère de faire, puis c'est une technique que je pratique vraiment beaucoup maintenant, de sorte que il n'y a rien dans mon entrepôt présentement. Je sors tout ça à mesure. Fait que c'est de dire à la personne, à voix haute, sans censure, sans qu'elle soit présente. Pour ça qui est en rouge, là, dans votre document, c'est encore en noir et blanc, mais vous pouvez le souligner. Il ne faut pas que la personne soit présente. Ce que ça fait, en fait, c'est que ça permet de mieux me comprendre. Ça peut m'amener à savoir c'est quoi la limite que je dépasse tout le temps dans cette situation-là ou dans cette relation-là. C'est quoi mon besoin qui n'est pas répondu dans cette situation-là? C'est quoi mes valeurs qui ne sont pas respectées? C'est quoi mes rêves qui sont bafoués?
Puis, ça m'aide à me comprendre, ça m'aide à diminuer la tension que j'ai par rapport à cette personne-là ou par rapport à la situation. Et si c'est super efficace puis que ça vaut la peine que je prenne le temps d'aller parler à cette personne-là pour lui expliquer ce que je vis, bien, ça va m'aider à trouver des meilleurs mots pour savoir quoi lui dire vraiment. Au lieu de déballer tout, on va dire de ça, comme ça, au lieu de tout y sortir ça d'une traite, le fait de le faire tout seul, dans votre voiture, dans votre douche, si vous êtes seul à la maison, parce que vous savez que même si on n'entend pas dans la douche, ceux en dehors de la douche, ils entendent quand on fait ça. Fait que dans l'auto, moi, je le fais en vélo. On n'est pas obligé de crier, là. Mais ça a besoin de sortir de vous. Toi, mon tabarnane, tu m'as encore dit telle affaire. Non, mais tu penses à quoi, toi? T'es qui pour me dire ça? Tu sais, là, comprenez le principe? Puis tu sais, il y a des gens qui me disent « Ah, ben moi, j'aime mieux l'écrire. J'écris assez bien. » Mais non, je veux pas que tu écrives bien, là. Je veux que ça sorte, là. Je veux que le trop-plein sorte. Mais une fois que tu l'as écrit, cette lettre-là, là, brûlez-la pas, là. Il y a des gens qui disent ça, là. Écris une lettre, brûle-la. Non. Tu peux la brûler, mais avant, je veux que tu la lises à voix haute. Il faut la lire à voix haute pour que ça sorte. Puis je l'ai vraiment expérimenté avec un monsieur il n'y a pas longtemps. Il y avait une situation très difficile avec quelqu'un, puis il m'a envoyé sa lettre par courriel pour me dire qu'on allait la lire quand il allait me voir la prochaine fois. Fait quand il est venu la semaine dernière, il me dit ben là, je vais te la lire à voix haute, mais tu sais, je l'ai lu plein de fois dans ma tête, puis il n'y a comme plus rien qui manque. Je dis OK, on va l'essayer pareil. Il s'est mis à lire ça. Le troisième mot, il a éclaté. Il a éclaté en sanglots parce que ça venait chercher pour vrai. Quand tu t'entends dire ça à voix haute, ça change tout. Ça change l'expérience, ça permet à l'émotion de monter, puis d'y donner la place qu'elle a besoin. Ça va pour ça? Mais je ne peux pas me répondre, trop de monde. Je dépasse mes limites. Mes limites. Chaque fois que je dépasse mes limites, je perds des points d'estime. Je perds des points d'estime de soi parce que je ne me respecte pas. C'est comme si je m'étais infidèle. En fait, l'estime de soi, ça grandit dans la mesure où je suis fidèle à moi-même, fidèle à mes émotions, à mes besoins, à mes limites, à mes valeurs, à mes rêves. Si je veux être respectée, j'ai besoin de connaître mes limites, de les assumer, de les faire respecter dans mes paroles et mes actions. Identifier mes signaux d'alarme. Comment je fais ça, identifier mes signaux d'alarme? Bien, en fait, si vous voulez connaître vos signaux d'alarme quand vous dépassez vos limites, je vous inviterai à faire exprès de dépasser vos limites au moins une fois pour voir c'est quoi les symptômes qui montent. Comme peut-être d'écouter une personne que ça ne vous tente plus d'écouter parce que vous n'avez plus le temps ou parce que ça ne vous intéresse pas qu'est-ce qu'elle est en train de dire. J'espère que ça ne sera pas ça en ce moment, mais... fait que mettons que je suis en train de parler avec quelqu'un puis je veux me sauver de là parce que ça ne me tente plus d'être là, je décide de rester dans la situation pour voir c'est quoi les symptômes qui vont monter. Moi, je vais avoir les mains moites, je vais avoir une chaleur ici, je vais commencer à avoir mal à la tête, j'ai une pression dans la tête. Pour moi, c'est comme ça. Puis à chaque fois que vous allez dépasser vos limites, ces symptômes-là vont toujours apparaître dans le même ordre. Puis quand vous allez sortir de la situation, ils vont disparaître aussi dans le même ordre. Fait que je vous invite à faire l'exercice. Puis pour tout ce que je suis en train de dire ce soir, là, à la fin de ma dernière diapositive, il y a plusieurs liens de sites Internet où est-ce que vous allez pouvoir aller approfondir vos connaissances par rapport à toute cette approche-là, puis les trucs qu'on donne aussi. Fait que identifier mes signaux d'alarme, dire oui ou non avec mes conditions. C'est pas de dire non qui est difficile. Tout le monde est capable de dire non. Dites donc non. Non. C'est pas ça qui est difficile à dire, non, là. Ce qui est difficile, c'est de décevoir les autres. Notre peur qu'on a, c'est de décevoir les autres. Fait que, si vous voulez savoir qui est-ce qui vous utilise, parce que vous dites toujours oui à tout le monde, mettons que vous êtes de ce genre-là, peut-être qu'il y en a quelques-uns ici, vous allez voir de cette façon-là que quand on est dans une relation gagnant-gagnant, là, on n'est pas supposé de se faire utiliser. Puis quand vous allez commencer à être capable de tolérer, de décevoir quelqu'un, bien, c'est là que vous allez savoir qui vous utilise ou pas. Ceux qui vont disparaître ou qui vont vous dire, bien là, comment ça? Ben ouais, là, tu sais, c'est la nouvelle moi, là, maintenant, je me choisis plus, tu sais. Puis si vous voulez trouver une formulation facile pour vous en sortir, bien, c'est de dire, bien, je tiens beaucoup à la relation, mais je pense que je vais te dire non cette fois-ci, parce que si je te disais oui, je me respecterais pas. Qu'est-ce que tu veux dire à ça? Oh, je ne te respecterais pas. Ben non, je me respecterais pas.
J'ai choisi de me respecter plus. Ça tombe de même. Coudonc, vas-tu voir une psy? Peut-être. Tu sais, il y a moyen, là, quand même, il y a toutes sortes de façons de dire des noms. Puis pour vrai, il y a une sélection naturelle qui se fait dans ce temps-là, là, de votre réseau. Ça se peut que vous ayez moins de monde autour de vous, mais ça va être des relations de plus grande qualité qui vont vous apprécier vraiment pour qui vous êtes avec vos limites. Donc, ce qui est difficile, c'est de décevoir. Donc, tolérer de décevoir un peu plus pour se plaire davantage. Quand je ne respecte pas mes valeurs. Les valeurs, c'est ça à quoi j'accorde de l'importance. Qu'est-ce que je veux léguer à mes enfants comme valeurs importantes? L'authenticité, la liberté, le respect. Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est important de vivre en cohérence avec ces valeurs parce que quand je ne le fais pas, bien, je perds des points d'estime encore là. Fait que quand je suis dans une situation où est-ce que l'autre personne ne respecte pas mes valeurs, bien, soit que je les défends ou je me retire de la situation pour un temps ou pour toujours. Ça se peut que ça ne fitte pas, là. Ça se peut aussi que j'aie les mêmes valeurs que quelqu'un, mais qu'ils ne soient pas dans le même ordre. Si moi, mes valeurs, c'est l'authenticité, le respect, la famille, le travail, mais que l'autre personne, il a les mêmes valeurs que moi, mais lui, c'est le travail en premier, la famille, l'authenticité puis la liberté. On a les mêmes valeurs, mais ils ne sont pas dans le même ordre. Fait que c'est sûr que ça peut créer quand même des frictions des fois, mais on peut quand même être amis avec du monde qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous, là, mais quand même en tenir compte. Quand je laisse tomber mes aspirations, mes rêves. En fait, ce qui est important, c'est investir ses rêves et ses projets, leur accorder de l'importance. Ça se peut que mon rêve, ça soit... comme mon fils, son idée, lui, c'est de s'acheter un autobus jaune, de transformer, puis partir faire le tour du monde. Je ne commencerai pas à dire, voyons donc, quoi ce projet-là? Tu comprends? Tu sais, moi, là, je m'en fous qu'il le fasse ou pas. Ce qui m'intéresse, c'est qu'il y ait du fun pendant qu'il pense, qu'il se rapproche des personnes qui vivent leurs rêves, qui lisent ce sujet, qui écoutent des documentaires là-dessus. Avoir du plaisir sur la route du projet, c'est ça qui est le plus important. Quand je tolère une relation toxique, c'est pas nécessairement les personnes qui sont toxiques, c'est les relations. Parce que je peux être toxique pour quelqu'un, ça fait pas de moi une personne... ça fait pas de moi une personne toxique. La relation que j'ai avec quelqu'un peut être toxique parce qu'on est trop différents ou parce qu'on n'a pas les mêmes valeurs ou on n'est pas sur la même longueur d'onde là-dessus. Ça veut dire que quand je tolère une relation toxique, c'est que j'entretiens des relations avec des personnes qui ne considèrent pas, qui ignorent, qui méprisent, qui dévalorisent mes émotions, mes besoins, mes limites, mes valeurs, mes rêves. Je vais toujours parler de ça. Les émotions, les limites, les valeurs, les rêves, les besoins, c'est des choses primaires, là, tu sais. Fait que puis ça se peut que la personne, elle ne sait pas qu'elle est en train d'être un champignon. C'est pas que j'ai mis des champignons, hein? C'est des relations champignons qu'on appelle en autodéveloppement. Et en fait, l'idée, c'est pas de s'en débarrasser de tous nos champignons. Il faut s'en garder quelques-uns pour se pratiquer à s'affirmer, pour se pratiquer à se faire respecter. Puis, des fois, les gens, ils ne savent pas. Fait que c'est important, peut-être, d'essayer de leur en parler, de leur dire, tu sais, quand tu me dis telle affaire, on dirait que tu ris de moi. Je me sens pas bien. Mais non, mais je veux pas rire de toi, tu sais. Bien, c'est ça, tu sais. Enseignons-nous comment être un envers l'autre pour que ça soit plus fluide comme relation aussi. Puis, ce qu'on peut faire aussi dans une situation où est-ce qu'on est avec quelqu'un, ça doit sûrement vous être déjà arrivé à tout le monde, de partir d'une situation puis de dire « J'aurais dû dire ça, j'ai pas dit ça. » Calique, j'aurais dû dire ça. Tu sais, après, on s'en rappelle ce qu'on aurait pu dire. Fait que dans ce temps-là, je reviens toujours avec mon évacuation psychologique des mots. On peut faire trois choses. Soit qu'on part, soit qu'on revire de bord pour aller dire ce qu'on veut dire, ou que, en m'en allant, je fais mon évacuation psychologique à voix haute et je lui dis ce que j'aurais aimé dire, et plus encore, parce qu'elle n'est plus là. Et ce que ça va faire, en fait, c'est que ça va montrer à votre cerveau que vous êtes en train de vous défendre. Parce que probablement qu'il y a eu plein de situations dans votre vie où est-ce que vous ne vous êtes pas défendu, donc il n'est pas habitué à ça, là, de vous défendre. Il est plus habitué à ce que vous vous taisiez puis que vous partiez de la situation. Et tranquillement, plus vous allez le faire à voix haute, plus, quand à un moment donné, vous allez être dans une situation, ça va venir tout ça. Vous allez, mais voyons, comment ça tu me dis ça? C'est pas d'affaire à me dire ça. Parce que vous allez l'avoir fait à voix haute déjà, puis le chemin va avoir été créé. Je ne sais pas si vous me suivez par rapport à ça, mais c'est quelque chose de vraiment important. Quand je me traite pas bien, c'est une autre infection
quand je suis moi-même mon champignon, quand je me juge dès que je fais une erreur, quand je me traite de non, c'est donc ben niaiseuse, t'as encore fait une affaire de même, t'es donc ben conne, t'es bonne à rien. J'ai mis tout ça au féminin parce que je parle de personne, hein? C'est pas parce que c'est plus féminin que masculin, hein? Je tiens à dire. Fait que dans le fond, ce que je suis en train de faire là, c'est que je me dis des mots à moi-même que j'accepterais même pas de personne d'autre. Comment ça? Que je me le dis à moi. Fait qu'une des façons qu'on utilise en autodéveloppement par rapport à ça, c'est que, ça peut avoir l'air drôle, là, mais nous, on leur enseigne à parler à cette niaiseuse-là. Mettons, je me dis, ouais, donc ben niaiseuse. C'est bien niaiseuse d'avoir fait ça. T'as peu, la niaiseuse, là? Ta gueule. C'est parce que je suis pas niaiseuse, je me suis juste trompée, là. Comprenez-vous? Fait que tranquillement, encore là, votre cerveau va comprendre que vous êtes en train de vous défendre aussi. Puis tranquillement, si vous lui parlez à voix haute, je sais que ça peut avoir l'air drôle, là. Mais pour vrai, ça fonctionne pour vrai. Là. J'ai vraiment une amie qui l'a essayé. Là. Il y avait des choses qu'elle voulait pas faire parce que, mon Dieu, elle venait toute rouge dans ce temps-là, puis elle disait, mon Dieu, je vais bien trop avoir de l'air folle si je fais ça. Bien, je dis, là, parle-y à ta folle. Parle-y à ta folle, là. Puis là, dans nos cours, là, il y a des gens qui parlent à l'eux folle, à l'eux parfaite, à l'eux niaiseuse, à leur troisième homme. Tu peux trouver toutes sortes de significations pour décrire. Puis on s'entend que c'est pas une voix là, qu'on entend dans notre tête. Là. C'est pas une voix schizophrénique. Là, hein. C'est vraiment une introjection, probablement quelque chose qu'on a déjà entendu de quelqu'un, qu'on a enregistré. Puis ça se peut que quand vous allez commencer à répondre à cette voix-là, qu'il y a des souvenirs qui peuvent monter. Parce que c'était peut-être votre père qui vous disait ça, c'était peut-être votre mère qui vous disait ça. Puis là, vous allez enfin pouvoir lui répondre, même s'il n'est plus là. C'est quand même merveilleux. Je néglige mes besoins physiques. C'est une autre infection psychologique. Combien de fois j'ai déjà entendu du monde dans ma vie me dire « Hey, moi, j'ai pas pissé de la journée. J'ai foulé une bonne vessie. » Excuse-moi. C'est parce que c'est sûr que si tu vas jamais aux toilettes quand tu as besoin, que tu bois pas quand tu as soif, que tu manges pas quand tu as faim, que tu te réchauffes pas quand tu as froid, que tu te refroidis pas quand tu as chaud, puis que tu vas jamais à la toilette, ben il y a des bonnes chances que on peut développer de l'anxiété à cause de ça. Là. Fait que ce que vous avez à faire pour assurer votre sécurité physique puis que votre cerveau comprenne que vous êtes capable de vous occuper de vos besoins quand ils arrivent, c'est de répondre à tous vos besoins physiques sans délai pendant au moins 3 semaines. Toujours avoir une bouteille d'eau réutilisable, s'il vous plaît. Toujours avoir une collation dans vos poches, une barre-tendre, des noix ou de l'argent pour vous en acheter, quelque chose. Me reposer, me ressourcer dès que je ressens de la fatigue. Se protéger du froid et du chaud en tout temps. Comme là, j'ai vraiment chaud. Fait que je vais mettre ça. Et évacuer vos déchets physiques sans attendre. Attendez pas, là. Attendez pas la pause, attendez pas la fin de la journée. C'est là, ça demande d'être là. Occupez-vous-en. Quand je repousse de soigner une blessure, c'est un autre type d'infection, une blessure psychologique, une agression physique, psychologique, sexuelle, du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, trahison, injustice. Une blessure qui n'est pas soignée s'infecte et prend de plus en plus de pouvoir sur notre vie. Puis ça arrive, on s'en rend compte quand, mettons, on entend parler de quelqu'un qui s'est fait agresser, pour dire de quoi, ou on arrive dans un lieu qui nous rappelle cette agression-là, ou on entend une chanson qui nous rappelle cette agression-là. Puis dans le fond, ça veut dire que probablement que j'ai une blessure qui n'est pas encore soignée. Puis c'est pas vrai qu'elle va disparaître si vous vous en occupez pas. Le temps arrange pas toujours les choses. Le temps arrange les choses à condition que je m'en occupe. C'est une phrase de David Goudreau que j'ai entendue à son spectacle l'autre fois. J'ai trouvé ça tellement beau. Et je pense que c'est vraiment vrai. Et en fait, plus j'attends pour la soigner convenablement, plus la liste des symptômes s'allonge. Des tensions musculaires, de l'insomnie, des palpitations, de l'anxiété. Il y a toutes sortes de méthodes pour travailler une blessure psychologique en autodéveloppement. Si j'ai le temps, je vous en reparlerai un petit peu plus tard, là, mais pour l'instant, je vais continuer parce que le temps avance. Ensuite de ça, je repousse de soigner un deuil. Je ravale mes réactions par rapport à la perte que je vis. J'essaie d'y penser le moins possible, puis j'en parle pas pour pas réveiller la douleur. Je passe par-dessus en espérant que la souffrance s'atténue avec le temps. Ah, et là ma phrase. Le temps arrange les choses à condition que je m'en occupe.
Et là, j'ai une superbe image que j'ai eu la permission d'utiliser. Parce qu'en autodéveloppement, c'est comme ça qu'on veut que les gens travaillent leur deuil. Quand je vis un deuil de quelqu'un, mettons de quelqu'un, on va parler d'une personne pour dire de quoi, en fait, c'est comme si j'étais attachée par un câble avec l'autre personne. Puis quand le câble arrache parce que je me sépare ou parce que la personne disparaît, quand le câble arrache, ça me fait une blessure. Fait que déjà, j'ai une blessure. Et dans ce câble-là, c'est comme quand on regarde les câbles électriques, là, il y a plein de petits fils là-dedans. Là. Bien, tous les petits fils, c'est tous les souvenirs, les habitudes qui me relient à l'autre personne. Fait que pour travailler le deuil, ce qu'on a à faire, c'est de raconter à quelqu'un de confiance, choisir une personne qui est disposée, intéressée et disponible, raconter ma perte, puis tous les souvenirs que j'ai avec cette personne-là. Puis ça, c'est pas juste des choses qu'on a faites, pas juste des choses qu'on a faites ensemble, mais c'est aussi de raconter les habitudes, tu sais, comme par exemple, si je prends ma mère qui est disparue il y a longtemps, bien, d'écrire tout ce que je faisais avec elle, que je pourrais plus faire. Je pourrais plus regarder les orages électriques avec toi dehors. Je pourrais plus chialer sur ton linge. Tu me diras plus que je devrais mettre des jeans plus souvent. Tu me feras plus ta tarte au citron. Tu sais, là, tout énuméré. Qu'est-ce qui nous manque de cette personne-là? C'est pas vrai qu'en évitant de parler de ça, que ça va disparaître. Là. On a à s'occuper de ce qui est là pour nous. Puis si on le fait pas, toutes les choses que je viens de vous dire là, il y a des bonnes chances qu'on développe l'anxiété. Je suis rendue à la capsule sur développer l'acceptation. L'acceptation, c'est une approche psychologique qui est pas très vieille. Puis quand je parle de développer l'acceptation, ça ne veut pas dire d'accepter que je vis de l'anxiété. C'est d'accepter que les symptômes que je vis à cause de l'anxiété sont inconfortables, que ça m'amène un malaise. Un coup que je suis capable de tolérer un peu plus mon malaise, en fait, ça m'amène à aller un peu plus loin, puis peut-être être capable de développer un peu plus l'acceptation, puis ce qui est en train de m'arriver. Fait que pour développer l'acceptation, on a à rester conscient de ce qu'on refuse d'accepter ou de ce contre quoi on lutte. Parce que si je suis en train de refuser quelque chose, c'est probablement ça qui demande à être là. Fait que dire oui, c'est-à-dire admettre la présence de l'anxiété, même si c'est pas confortable. Demeurer dans la situation, c'est-à-dire de tolérer le malaise de cet inconfort-là et se parler pour se rassurer. Qu'est-ce que mon meilleur ami me dirait si je lui confiais mes inquiétudes? Ou, tu sais, moi, toute la journée, puis depuis quelques semaines, je me dis ça. Ben oui, Pascal, c'est normal que tu sois stressé. Tu n'as jamais fait ça, une conférence devant 200 personnes. Il y en a 20 d'habitude. Fait que, tu sais, tu n'as jamais fait ça, un PowerPoint, tu n'as jamais fait ça. C'est normal. C'est normal. L'inconnu, ça fait peur. De la même façon que l'eau est chaude puis la glace est froide. L'inconnu, ça fait peur. C'est de même. On ne peut pas s'en sortir de ça. Accepter l'idée du pire. Dérouler le scénario au complet. Puis ça, bien, c'est pas pour tout le monde. Il y a des gens déjà qui ont les scénarios très, très fertiles. Mais des fois, ça vaut peut-être la peine d'aller voir. Tu sais, s'il arrive telle affaire, puis que là, je suis obligée de faire ça, qu'est-ce qui peut arriver de pire? Puis après, se poser la question, bien, s'il arrive ça, suis-tu capable de passer à travers ça? J'ai-tu ce qu'il faut pour passer à travers ça? Souvent de fois, oui. On a bien plus de compétences qu'on pense. Il faudrait que vous deveniez consciemment compétent de ce que vous êtes capable de faire, puis de ce que vous êtes capable d'accepter, puis des risques que vous êtes capable de prendre. Plus je me critique par rapport à un risque que j'ai pris ou à une erreur que j'ai faite, moi, je vais avoir envie de prendre d'autres risques, c'est sûr. Mais le risque, c'est quand même la vie. Les émotions, c'est la vie. J'aime mieux ressentir 10 000 sortes d'émotions difficiles que rien pantoute. Mais bon, c'est moi. Faire la paix avec son passé, les deuils et les blessures. On est rendu au truc pour réduire l'anxiété.
La cohérence cardiaque. Dr Archambault va vous en reparler un petit peu plus la semaine prochaine, mais j'ai envie quand même de vous expliquer un petit peu ce qui se passe dans votre cerveau quand vous faites la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est quand je respire au même rythme que mon cœur. En fait, quand je suis en train de faire de l'anxiété, ben c'est comme si tout mon corps puis mon cerveau, là, lui, là, il y a un gestionnaire des hormones là, dans le cerveau, là, quand même. Puis là, quand je suis en train d'être stressée, quand je suis en train de vivre l'anxiété par rapport à quelque chose, bien là, mon gestionnaire, il dit « Attends une minute, elle est en train de se préparer un danger, il y a quelque chose de dur qui s'en vient, ouvre le cortisol, ouvre l'adrénaline, puis ferme l'endorphine, ça presse, parce que là, elle se prépare un danger. » Fait que si on vit toujours l'anxiété, on est toujours sur ces hormones-là. C'est des hormones qui sont difficiles à toffer pour le corps, là, quand même. Quand on fait la cohérence cardiaque, vous pourrez aller voir sur les applications mobiles, sur YouTube, il y en a partout si vous tapez cohérence cardiaque. En fait, c'est de respirer pendant 5 minutes, 6 respirations par minute, pendant 5 minutes, 3 fois par jour, 365 jours par année. Ça ne fera pas disparaître une crise d'anxiété. Ce n'est pas à faire quand je suis en train de faire une crise d'anxiété, c'est ce que j'ai à faire pour la prévenir. Plus je vais le faire souvent dans la journée, dans ma vie, ça va me donner des breaks. Habituellement, quand je fais ça, c'est supposé me donner 2 heures de shot d'endorphine. Là. Puis je l'ai fait toute la journée, là, puis je vous dis que ça marche. Là. Ça marche pour vrai. Fait que quand je fais la cohérence cardiaque, puis que là, je respire au même rythme que mon cœur, mon gestionnaire d'hormones me dit « Attends un peu, hey, je pense qu'il est calme. Je pense qu'on est correct. » On ferme l'adrénaline, on ferme le cortisol, puis on ouvre l'endorphine. C'est ce qui va nous donner une shot de bien-être. L'endorphine, c'est l'hormone de l'euphorie, du bonheur, là. Et ça fonctionne vraiment. Ensuite de ça, faire de l'exercice physique à 70 % de sa capacité maximale pendant 20 minutes. C'est une façon aussi de sécréter de l'endorphine. Je n'ai fait du bicycle pendant 2 heures aujourd'hui pour pouvoir baisser mon stress et ça a fonctionné quand même. Puis tu sais, ça veut pas dire d'aller faire du crossfit nécessairement. Tu sais, on peut aller marcher un bon beat en autant qu'on transpire un peu puis que ça fait battre notre cœur plus rapidement que d'habitude. Faire la pleine conscience, j'embarquerai pas trop là-dessus non plus parce que Dr Archambault va en parler la semaine prochaine. La respiration diaphragmatique. La respiration diaphragmatique, c'est quand on respire vraiment par le ventre. Souvent, on a tendance à respirer beaucoup plus par la poitrine. Et c'est ce qu'il faut faire quand on a à faire face à un danger, à se dépêcher de partir ou quand on fait face à un ours, pour dire de quoi. Et alors que, en fait, la respiration diaphragmatique, c'est quand on respire vraiment par le ventre. Puis nous, les femmes, souvent, on rentre notre ventre, hein, parce qu'on veut se rentrer le ventre. Fait que souvent, on a de la misère à respirer par le ventre, on respire par ici. Fait que je vous inviterais le plus souvent possible, les femmes, peut-être qu'il y a des hommes qui se rentrent le ventre aussi, je ne sais pas, mais de vraiment respirer, mettre votre main sur le haut, sur votre poitrine, puis une main sur le ventre, pour que ce soit vraiment votre ventre qui gonfle en premier. Et que quand vous expirez, en fait, on inspire comme si on respirait une fleur, puis on expire comme si on soufflait une bougie. On inspire par le nez, puis on expire fort par la bouche. Ce qui est important, c'est qu'il y ait plus d'air qui sorte que ce qui rentre. Et ça peut vous aider pendant un moment anxieux, avant un moment anxieux, après. Ou la respiration 4-4-8. En fait, la respiration 4-4-8, ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire pour favoriser votre sommeil. J'inspire en 4, je retiens 4, j'expire en 8. Ce qui est important que vous reteniez là-dedans, c'est vraiment qu'il y ait plus d'air qui sort que ce qui rentre. Et le bienheureux soupir. J'ai bien envie de vous le faire essayer, celui-là, parce que c'est un de mes préférés quand même. Je l'ai fait souvent dans le char avant de m'en venir tantôt. Et c'est quelque chose qu'on peut faire avant un stress, après un stress, quand on est tanné, en tout cas. Fait que je vous le fais une fois, puis après, j'aimerais ça que vous le fassiez avec moi au moins 2 fois. OK? Je le fais. Peut-être que vous ne pouvez pas faire ça, vous travaillez dans un cubicule, là. Mais, tu sais, dans votre auto, à la salle de bain, fait qu'on le fait 2 fois ensemble, OK? 1, 2, 3, go, par le ventre. Une autre fois.
Avouez que ça fait quand même du bien. Au moins, ça fait rire, quand même. Ce qui est aussi bon pour l'endorphine, non? J'ai déjà fait ça en réunion à un moment donné, puis j'ai un collègue qui est un peu plus... qui est un peu moins expressif que moi, qui me dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Je dis « je masse mes émotions. » Parce que le fait que j'expire en faisant du bruit, ça fait une espèce de massage intérieur pareil. La vibration me fait du bien quand même. Je sais pas vous autres, mais moi, je trouve ça assez aidant. Ensuite de ça, laisser monter mon émotion pour découvrir c'est quoi le message qu'elle a à me transmettre. Les émotions sont là pour me transmettre des informations assez importantes. Puis, l'autre fois, j'avais vu une bande dessinée là-dessus. Puis c'était un petit bonhomme qui représentait une émotion. Puis là, elle arrivait en courant en disant « Mon Dieu, j'ai un message à te dire. J'ai tellement hâte de te le dire. Mon message, il faut que je te le dise, il faut que je te le dise. » Mais moi, je ne veux pas l'entendre parce que je ne suis pas prête à vivre cette émotion-là. Fait que je ferme ma porte. Bien, plus je ferme ma porte, plus l'émotion, elle va m'envoyer d'autres signaux pour que je l'écoute. Puis mon organisme, là, il ne peut pas supporter que je ne comprenne pas les signaux qu'il m'envoie. Fait que plus elle va cogner fort, plus je vais résister. Et là, quand je vais finalement décider d'ouvrir la porte à cette émotion-là, bien, ça se peut qu'elle soit vraiment difficile. Ça se peut qu'elle soit vraiment lourde, puis que je pleure vraiment beaucoup, ou que je suis vraiment beaucoup fâchée, parce que ça fait trop longtemps que j'y ferme la porte. Puis elle avait quelque chose à me dire. Fait que quand je veux comprendre le message de mon émotion, j'ai besoin de la ressentir, cette émotion-là. Puis ça, je le vois souvent dans mon bureau aussi. La personne commence à avoir les yeux pleins d'eau, elle dit « Mon Dieu, je ne sais pas pourquoi je pleurais, là. J'ai pas de raison de pleurer. » Bien, c'est parce que tant que tu pleures pas, tu ne sauras pas pourquoi tu pleures. Pas toujours, en tout cas. Puis quand tu vas commencer à pleurer, puis là, je parle de pleurer, là, mais ça peut être n'importe quelle autre émotion. Pleurer, la tristesse, c'est celle que j'utilise le plus souvent, ou les pleurs, c'est ce qui m'arrive le plus souvent. Mais c'est comme ça que je réussis à savoir c'est quoi le message qu'elle a à m'envoyer. Puis le message qu'elle a à m'envoyer, je vous l'ai dit tantôt, c'est soit que j'ai un besoin qui n'est pas comblé, soit que je suis en train de dépasser une limite, soit que je suis en train de... limite, valeur, besoin. Soit que je suis en train de négliger une valeur ou un rêve. Fait qu'un coup que je sais qu'est-ce que je suis en train de négliger ou de quoi j'aurais besoin, ça se peut que ça prenne du temps là, avant que ça monte assez pour que je sache, parce qu'il y a des gens qui ont plein de trucs pour bloquer ça. Là. Fait que le temps que je réussisse à faire monter ça assez pour trouver qu'est-ce qu'il y a en arrière de tout ça. En fait, quand ça va commencer à monter, quand je vais me laisser envahir par l'émotion, ce qui va arriver, c'est qu'il y a des images qui vont m'apparaître. Des souvenirs, des fantaisies, des expériences que j'ai déjà eues avant, plein de choses qui vont amplifier cette émotion-là puis qui vont m'aider à trouver c'est quoi l'action qu'il faudrait que je pose pour rétablir mon équilibre rapidement. Ça ne réglera pas toute la situation de ma vie par rapport à cet aspect-là, mais ça va m'aider à me sentir vivante encore. Quand je suis en train de m'éteindre de quelque chose, c'est parce qu'il y a quelque chose que j'ai à faire. Puis l'anxiété, c'est souvent ça. L'anxiété, c'est qu'il y aurait un move qu'il faudrait que je fasse, puis je le fais pas. Tu sais, comme, mettons, là, il y a une émotion qui monte parce que là, mettons, je suis tannée de ma job, pour dire de quoi. Ou je suis tannée de ma relation amoureuse, mais mon Dieu, ça n'a pas de bon sens que je pense à ça. Pas de bon sens que je pense à changer de job. Pas de bon sens que je pense à changer de chum. Fait que je ravale ça parce que c'est un peu, là. Mais tant que vous allez ravaler ça, cette préoccupation-là, bien, ça va continuer de vous assaillir. Ça va continuer jusqu'à temps que vous en occupiez. Fait que pour le processus émotionnel, là, c'est sûrement un peu abstrait pour vous, mais dans les liens que je vais vous donner à la fin, vous allez pouvoir aller en regarder un petit peu plus là-dessus. Et puis, l'autre chose à faire, évidemment, bien, c'est de passer à l'action le plus souvent possible. Idéalement, là, si vous pouviez faire, bien, d'habitude, je dis 3, là, mais mettons une chose, un risque par semaine. Prendre un nouveau chemin. C'est pas obligé d'être gros, là. Prendre un nouveau chemin, essayer un nouveau vêtement, parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas, pour agrandir votre zone de confort, votre terrain de jeu. Tu sais, on a des zones de confort dans la vie, là, le confort, l'inconfort, l'intolérable. Moi, là, faire une conférence ici, là, jusqu'à il y a un mois, c'était encore intolérable de penser de faire ça, là, parce que je n'étais pas préparée, parce que j'étais nerveuse, parce que je ne l'avais jamais faite. Bien, le fait de me préparer
Puis de venir ici, je me suis désensibilisée. Je suis venue aux 2 premières conférences pour voir comment ça se passait, pour me baigner un peu dans la salle, tout ça. Puis ça m'a aidée. Se désensibiliser, ça aide beaucoup aussi quand on a peur de quelque chose. J'avais envie aussi de vous faire une parenthèse sur le soutien aux proches, parce que souvent, on voudrait en faire plus pour la personne qu'on connaît qui vit de l'anxiété, mais on ne sait pas toujours quoi faire. Fait que je vous ai sorti la liste. En fait, c'est tiré du programme Autogestion de l'anxiété, le programme que je donne au CLSC. Fait que je vous ai indiqué quoi faire pour aider la personne qui vit de l'anxiété. Fait que, évidemment, se montrer empathique à la détresse vécue. Tu sais, des fois, si nous, on n'en vit pas de l'anxiété, on peut avoir de la misère à comprendre qu'est-ce que l'autre est en train de vivre. Fait que se montrer empathique. Considérer la personne telle qu'elle est, puis l'aider à se définir autrement que par le trouble anxieux. Parce qu'elle n'est pas un trouble anxieux, elle est une personne avant tout, puis elle vit de l'anxiété. C'est pas un diagnostic ambulant, là, cette personne-là. Là. C'est une personne qui est souffrante. L'encourager à chercher de l'aide professionnelle aux besoins. Promouvoir les changements positifs comme de s'exposer graduellement aux stimuli anxiogènes. Puis ça, l'exposition, c'est une technique là, de l'approche cognitivo-comportementale, ce qui veut dire, dans le fond, modifier la pensée pour que le comportement soit mieux adapté. Si, mettons, je suis avec une personne qui a peur des ascenseurs, je dirais pas, voyons, embarque dans l'ascenseur avec moi, tu vas voir, ça va bien aller. Non. La première chose à faire, c'est que je vais aller avec elle devant l'ascenseur, puis on va juste regarder l'ascenseur s'ouvrir, se fermer pendant 10 minutes. Le temps, parce que là, les symptômes vont embarquer. Et là, tant que les symptômes n'ont pas diminué, je ne peux pas passer à l'étape suivante qui serait de peser sur le piton la prochaine fois, là. Je vais revenir avec elle pendant 10 minutes jusqu'à temps que l'intensité de ses symptômes diminue assez pour pouvoir faire l'étape suivante. Fait qu'il faut être disposé pour faire ça, mais ça se fait avec un bon accompagnement. Reconnaître et renforcer le moindre progrès. Diminuer les attentes pendant les périodes de stress. J'ai envie de vous conter une anecdote par rapport à ça. La semaine dernière, je suis allée faire du vélo avec mon chum. Mon chum, il est vraiment, vraiment bon en vélo. Là, genre, tu montes la cathédrale, puis lui, il va redescendre, puis il va remonter là, en t'attendant. Fait que, puis là, j'avais beaucoup de choses en tête. Là. J'avais la conférence, j'avais un client en tête, je donne une formation bientôt. En tout cas, j'avais plusieurs stresseurs. Puis d'habitude, là, je les monte, les côtes, pas de trouble. Mais ce jour-là, on montait la côte, puis ça devait être la 10e côte, là, puis j'étais fatiguée. Puis c'était la 12e fois qu'il redescendait me rejoindre. Fait que là, je montais à la côte, puis là, j'essayais de me concentrer, puis de me dire, voyons, Pascal, pleure pas, tabarnane, c'est pas la première fois que tu montes à la côte-là, mais plus j'essayais de me parler, j'avais de la misère à respirer. Pour vrai, je suis pas une personne qui fait tant d'anxiété que ça dans la vie, là. Et là, j'ai compris, pour vrai, c'était quoi une crise d'anxiété. Là, j'étais... Puis je n'étais plus capable. Puis là, je me suis dit, bon, là, si je pleure pas, je pète, tu sais, dans le fond. Fait que j'ai arrêté, j'ai broyé ma vie pendant qu'il redescendait, mais tu sais, fort, là, comme quand j'étais enfant. Tu sais, là, fort. Puis là, je dis, mais là, tu me trouveras plus bonne, puis tu ne voudras plus en faire avec moi, puis nanana, puis... Mais tu sais, le fait que j'ai pleuré ça m'a amené aux découvertes que je vous ai dit avant. Là. Ben oui, c'est normal. Je donne une conférence bientôt, je suis stressée raide. Je donne une formation bientôt, je suis stressée raide. Je déménage bientôt, je suis stressée raide. Il y a plusieurs éléments qui embarquaient aussi là-dedans. Fait que ça, il faut en tenir compte aussi de notre état mental actuel quand on est dans une situation qui nous rend anxieux. Bien, ça se peut qu'il y a d'autres affaires à regarder aussi en arrière de ça pour mieux se comprendre. Être flexible et essayer de maintenir un fonctionnement normal, ça veut dire de ne pas tout faire pour que la personne ne vive jamais d'anxiété. C'est important. Là. L'anxiété, ça sert à quelque chose. L'anxiété, c'est la vigile de l'équilibre mental. La vigile, c'est la personne qui surveille mon équilibre mental. Là. Fait que quand je suis en train de vivre l'anxiété, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie qui fait plus de sens, que j'ai besoin de faire quelque chose d'autre avec ça. Se donner le droit à l'occasion de se sentir impuissant et frustré. À éviter de faire avec une personne qui vit de l'anxiété. Blâmer la personne ou soi-même pour le trouble. Critiquer la personne sur sa façon de gérer les difficultés.
Minimiser l'importance des malaises psychologiques et physiques. Exiger de la personne des choses qu'elle a peur de faire. Inciter la personne à éviter ou fuir une situation. Organiser sa vie en fonction du trouble anxieux. Abandonner les efforts pour aider la personne à s'en sortir. Puis, tu sais, si c'est vous qui faites de l'anxiété parfois, bien, je vous inviterais à nommer à votre proche. Moi, j'ai déjà fréquenté quelqu'un qui vivait beaucoup d'anxiété. Puis quand j'arrivais chez eux, là, je vais te passer ça à balayeuse, pas de trouble, moi, je vais te faire ça, du lavage, du ménage, etc. Puis là, il me disait, tu sais, Pascal, quand tu fais ça, là, moi, ça me met face au fait que je ne suis pas capable de le faire présentement. Puis je suis dérangée, j'aime pas ça. Moi, je n'avais pas vu ça de même. Je voulais juste l'aider. Mais des fois, on aide les gens, on leur nuit, finalement, quand on essaie de les aider. Fait qu'à partir de ce moment-là, bien, je faisais plus attention. Je pourrais-tu passer à la balayeuse? Juste aujourd'hui, là, passe à la balayeuse. Tu sais, c'est ça. Mais s'il ne me l'avait jamais dit, moi, j'aurais continué de faire ça. Moi, je pensais que c'était correct. Mais non. Fait que n'hésitez pas à dire à vos proches qu'est-ce qui est dérangeant pour vous dans l'anxiété ou dans leur comportement qui vous dérangent. Les liens utiles pour approfondir vos connaissances. En fait, j'ai mis le site Internet de simplementhumain.com, qui est le site de Karine Larocque, qui est spécialisée en autodéveloppement et qui est ma formatrice. J'ai aussi mis le lien de J'avance Revivre. Dans le fond, Revivre, c'est l'organisme à Montréal qui travaille en santé mentale depuis plusieurs années. C'est Stéphie Choc puis Pierre Craig qui sont les porte-parole de cet organisme-là, qui ont développé en 2014 les groupes J'avance. Qu'on anime, nous, ici au CLSC. Fait qu'il y a autogestion de l'anxiété, autogestion de l'estime de soi, autogestion de l'anxiété en milieu de travail. Ça fait que c'est 10 rencontres que sur ce thème-là. 10 rencontres sur l'anxiété, 10 rencontres sur l'estime de soi, 10 rencontres sur l'anxiété en milieu de travail. Ils ne sont pas consécutifs, on n'est pas obligé de faire les 3. Idéalement, on ne fait pas les 3 non plus, on en choisit un puis on intègre ça pour qu'on puisse justement bien intégrer les choses avant d'en prendre un autre. Et il y a aussi un forum, le forum Revivre. En fait, c'est un forum anonyme où est-ce que vous pouvez aller discuter avec des gens qui ont aussi des difficultés avec l'anxiété, avec la dépression. C'est vraiment les gens entre eux qui s'auto-supportent. Puis pour vrai, dans les groupes, souvent les gens ils me disent « Moi, je ne fais pas un groupe, je fais ça, les groupes, je ne veux pas parler en groupe. » Bien, je comprends. Puis pour vrai, moi, depuis que j'anime des groupes, je suis tellement touchée par tout ce que je vois là, de comment les gens avancent, parce que c'est pas avec tout le monde qu'on peut parler d'anxiété. Puis ce qui ressort tout le temps, les gens, à la fin, ils se font tout le temps un groupe Facebook, puis ils se revoient après parce que c'est devenu un peu leur réseau de soutien par rapport à l'anxiété. Puis les gens ne sont pas nécessairement obligés de parler toujours de leur vie. Il y a peut-être 3 fois où est-ce que les gens doivent partager obligatoirement, mais c'est vraiment pour un objectif d'inclusion, que les gens sachent qu'ils ont toute leur place dans le groupe. Mais, tu sais, si tu ne poses pas la question toi, tu aurais une question à poser, mais tu n'oses pas le faire, il y a quelqu'un d'autre qui va la demander, puis tu vas avoir une réponse pareille. C'est quand même le fun. Pas obligé de poser mes questions, puis des réponses pareilles. Ensuite, le site de RedPsy. RedPsy, ça veut dire Ressources en développement psychologique. C'est un site qui avait été monté il y a plusieurs années par Jean Garneau et Michel Larrivée, qui sont les parents de l'autodéveloppement. Et c'est un site qui est assez vieux, mais qui regorge quand même de plusieurs ressources, plusieurs textes vraiment intéressants. Vous allez dans la fenêtre, là, c'est en haut à droite. Vous pouvez rechercher sur le site les sujets que vous voulez traiter, vous pouvez en savoir plus long là-dessus. Et bien sûr, la chaîne YouTube Simplement Humain. Karine Larocque, c'est une conférencière qui fait aussi elle reste en Gaspésie, elle fait des chroniques radio là-bas, mais comme la Gaspésie, c'est pas international, elle met ça sur YouTube pour que le plus de gens possible y aient accès. Elle a comme 80 chroniques là, où est-ce qu'elle parle du deuil, des blessures, comment soigner une blessure, l'anxiété, c'est une fièvre. Écoutez, c'est une ressource inestimable. Fait que c'est fini.